J'espère effectivement que le gouvernement va véritablement prendre cette décision. Ça suffit de dire si le Hamas ne cède pas, alors nous allons conquérir. Il faut conquérir, il faut libérer, il faut avancer. Après 2 ans de tergiversation, de discussions qui ne mènent à rien, les seules fois où il y a eu des accords avec le Hamas, c'est quand il y a eu une pression militaire telle qu'ils ont été obligés de faire cette trêve et cet échange pour qu'au moins ils aient quelques succès dans ces négociations. La conquête de Gaza, pourquoi, comment et surtout quelles retombées internationales et surtout quelles retombées pour le sort des otages qui sont encore retenus dans la bande de Gaza. Autant de questions que nous allons évoquer avec notre invité ce matin, Maître Nili Naouri, présidente de Israel Forever. Nili, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on va commencer déjà par vous demander votre avis sur ce programme qui, pour le moment, n'est qu'un programme qui doit être discuté, bien sûr, par le gouvernement. En tout cas, tel qu'il s'annonce, quelle est votre réaction, quelle est votre avis? Mon sentiment est que finalement, nous sommes confrontés à notre destin. Cette bande de Gaza que nous avons quittée de la manière la pire qu'il soit, par une décision du gouvernement Sharon d'expulser les 8500 juifs qui habitaient dans le Gush Katif, qui avaient fait refleurir le désert, qui donnaient également du travail aux Arabes gazaouis, qui avaient véritablement créé une implantation extraordinaire à Gaza, à la sueur de leur front pendant quelques décennies. C'était il y a exactement 20 ans, hein, il faut le rappeler. Pardon? C'était il y a exactement 20 ans il y a 20 ans que ces Juifs ont été expulsés de leur maison et donc depuis 20 ans, il y a une installation de bases terroristes en plein territoire qui est à la frontière donc d'Israël. Et c'est exactement ça. Réellement, il n'y a pas de véritable frontière. Gaza est juive. Elle était prévue dans la Nachala, l'héritage que devait avoir la tribu de Yehuda. Les Hashmonaïm se sont installés à Gaza. Il y a une présence juive à Gaza depuis des siècles. Et si malheureusement de 48 à 67, nous n'étions pas à Gaza, mais que nous avons libéré ces terres en 67, nous avons fait une erreur colossale de ne pas appliquer la souveraineté déjà à l'époque et de ne pas envoyer un message clair et net que ce territoire était nôtre. Et en 2005, cette erreur colossale d'avoir donc de nouveau expulsé les Juifs qui y étaient, eh bien aujourd'hui, nous sommes face à la vérité historique. Gaza est nôtre et nous devons de nouveau la libérer et nous y implanter. Donc j'espère qu'effectivement cette décision va être prise par le gouvernement. Je pense que 2 ans, pratiquement 2 ans de négociations avec le Hamas, qui bien entendu appliquent leur tactique habituelle de faire semblant de vouloir arriver à un accord de paix, mais en réalité ne faire qu'une trêve, une pause pour pouvoir reprendre des forces et de nouveau nous attaquer par la suite. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de comprendre quelle est cette stratégie islamique et de comprendre qu'il n'y a pas de paix avec cette religion. Il est temps de comprendre que nous devons véritablement nous comporter comme on se comporte au Moyen-Orient, avec force et détermination, et ce n'est que ainsi que nous pourrons avoir une véritable paix. Alors, il y a plusieurs questions quand même qui se posent. D'abord, on ne parle pas pour le moment, en tout cas le gouvernement ne parle pas de revenir dans la bande de Gaza, en tout cas il parle de conquête militaire pour le moment de la bande de Gaza pour vaincre le Hamas. D'abord, c'est la première chose. Donc, oui. Sur ça, déjà, je voudrais entendre votre réaction. Et surtout de savoir si ça vient pas un peu trop tard, parce que ça fait, comme vous l'avez dit, 2 ans de guerre. Peut-être qu'on aurait pu, si c'était vraiment le but, en tout cas, si ça avait été le but du gouvernement, pourquoi avoir attendre 2 ans de guerre pour arriver à ce point, alors qu'on aurait peut-être pu le faire déjà depuis le début? J'aurais aimé que nous l'eussions fait depuis le départ. Effectivement, aujourd'hui, on parle de conquête
par rapport aux incursions qui ont été faites jusqu'à présent. Je vous rappelle que durant ces 20 ans où le Hamas s'est organisé en base terroriste à Gaza, il y a déjà eu plusieurs rounds de guerre contre Gaza. Et à chaque fois, il y avait cette question, est-ce qu'on ose rentrer dans Gaza? Alors cette fois, on a osé rentrer dans Gaza, mais par le biais d'incursions. Parce que nous avons oublié, depuis les accords d'Oslo, comment on gagne une guerre. Une armée qui se lance dans la bataille et qui doit gagner une guerre, doit rentrer et occuper, conquérir. C'est ainsi qu'on gagne une guerre. Or, malheureusement, nos généraux, nos états-majors, notre état-major a oublié comment est-ce qu'on gagne une guerre parce qu'on leur a appris, dans certains milieux progressistes dans lesquels ils ont fait leurs études ou leurs compléments d'études, on leur a appris qu'aujourd'hui, le but était simplement d'avoir une tranquillité d'esprit. Alors on va accepter de payer le Hamas pour être tranquille, on va faire des compromissions, on va les laisser du coup creuser des tunnels parce que somme toute ça n'est pas tellement grave. Et on a vu à quel point cette pseudo-élite dans l'armée s'était trompée par rapport au contraire de tous nos soldats qui sont sur le terrain et qui veulent véritablement conquérir cette terre. Donc j'espère qu'effectivement nous allons arrêter cette politique d'incursion et que nous allons véritablement rentrer et occuper. Mais par la suite, il doit y avoir un plan. On parle du lendemain de la guerre de Gaza. Ouais. Et le plan, et malheureusement, effectivement, ça n'a pas été décidé comme étant un des buts à la base, c'est effectivement de conquérir Gaza, de libérer ces terres et de s'y réinstaller parce que ça n'est qu'ainsi qu'on pourra véritablement avoir une tranquillité d'esprit et pas autrement. Alors effectivement, il y avait les otages et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement épineux, extrêmement difficile au niveau moral. Nous savons à quel point chaque vie dans le peuple juif compte énormément et une vie de perdue, c'est un monde qui est détruit et c'est horrible de penser également, bien entendu, après toutes les images que l'on a vues, dans quelles conditions les otages qui restent sont en train d'essayer de survivre. Mais je vous rappelle que à Entebbe, il y avait également des centaines d'otages et que le gouvernement avait décidé de prendre le risque d'organiser donc cette intervention militaire, même s'il y aurait certaines pertes humaines, certaines pertes d'otages, parce qu'il y avait un principe de base. On ne discute pas avec les terroristes, parce que c'est un encouragement à la récidive. Ça serait un encouragement à de nouveau prendre des otages, ça serait un encouragement à refaire une guerre contre le peuple juif en Israël. Donc il s'agit aujourd'hui, bien entendu, non pas de risquer la vie des otages, oui, mais de faire ce que l'on doit faire pour que tout le peuple soit en sécurité. Oui, mais en fin de compte, Nelly, oui. Je voudrais juste terminer un point, c'est que lors de l'opération d'Entebbe, si je me souviens bien, le gouvernement pensait que s'il y avait un tiers des otages qui étaient malheureusement perdus lors de cette intervention militaire, eh bien l'opération serait quand même déclarée comme réussie. Or, aujourd'hui, et encore une fois, c'est horrible de parler de chiffres dans ce genre de situation, mais vous voyez à quel point l'opération Entebbe a été une réussite exceptionnelle. Et donc, je le sais, et nous le savons parce que nous voyons à quel point il y a des miracles sur cette terre. Mais quand même, alors laissez-moi quand même poser une question. Les pertes que l'on prévoit. On comprend juste que militairement, c'est un arrêt de mort si aujourd'hui la bande ou dans quelques jours l'armée israélienne rentre dans la bande de Gaza, c'est un arrêt de mort pour les otages. Donc, après toutes ces négociations qui ont été faites, peut-être qu'il faut encore arriver à essayer de progresser dans ce sens pour avoir la libération des otages et ensuite, justement, arriver justement peut-être à rentrer dans la bande, dans la ville de Gaza et à arriver vraiment à l'anéantissement total du Hamas. Mais vous comprenez bien que cela fait 2 ans que l'on essaye d'arriver à un accord.
Vous vous souvenez également de Gilad Shalit, qui avait été retenu en otage pendant 5 ans et que l'on a dû libérer contre 1000 terroristes qui ont récidivé dans leurs attentats terroristes, qui ont pris encore des vies juives. Donc il ne faut pas être naïf. Les otages sont la police d'assurance du Hamas. Ils ne les rendront jamais. Ça n'est pas dans leur intérêt. Par contre, ils tiennent en otage tout le reste du peuple qui, ici, essaye de survivre. Tous ces soldats que l'on met également en danger pour aller sauver ces otages, mais que nous sommes prêts à faire parce que c'est ce que nous devons faire. Effectivement, nous devons à ces otages d'aller les sauver. Et nous en avons sauvé énormément. Le problème est que nous n'arriverons jamais à avoir un accord. Donc, ce qu'il nous reste, c'est l'option militaire. Et comme je vous l'ai dit avec Entebbe, il y a eu un miracle et nous avons effectivement eu quelques pertes, mais minimes par rapport au scénario catastrophe qu'il y avait. Je vous rappelle aussi que lorsque on pensait rentrer en guerre contre le Nord, les journaux ici titraient il y a quelques mois 15 000 morts si nous entrons en guerre contre le Hezbollah. Est-ce qu'on a vu cela? Il y a eu effectivement des pertes que nous déplorons malheureusement, mais est-ce qu'on a vu un scénario catastrophe? Il n'y a pas de scénario catastrophe en terre d'Israël lorsque le peuple juif assume son destin. Donc, si nous faisons une incursion militaire et que notre but est clair, c'est d'arrêter l'emprise terroriste sur tout le peuple, de récupérer nos terres, d'assumer que Gaza est une terre juive et que nous devons la récupérer et que nous devons expulser tous ceux qui ne veulent pas rester en paix avec le peuple juif, je suis persuadée que nous récupérerons encore des otages. Et enfin, nous serons libérés de cette emprise terroriste. Alors quand même, concernant justement l'armée, vous avez un peu parlé des généraux qui hésitent justement et vous avez donné votre impression sur ça, mais quand même, on ne peut ne pas prendre en compte ce que disent aujourd'hui les généraux, en particulier le chef de l'armée israélienne qui hésite quand même et qui a émis des réserves concernant justement une incursion en tout cas, ou une conquête de la bande de Gaza. Est-ce qu'il faut quand même écouter ce qu'il dit? Je vous rappelle que Eyal Zamir, le chef d'état-major, a été choisi par le gouvernement sur la base d'un plan dans lequel il critiquait vivement la tactique, la stratégie de l'ancien chef d'état-major Herzi Halevi, qui ne faisait justement que des incursions et qui n'occupait pas le territoire. Il y a un plan qui avait été présenté et c'est sur cette base que le chef d'état-major devait agir. Or, aujourd'hui, on voit effectivement qu'il y a un changement de direction. Il doit se passer quelque chose dans ce pays pour que lorsque l'on arrive aux échelons les plus élevés, que ce soit en politique ou dans l'armée, il y a un changement de prise de position. Ça doit être certainement lié à la pression médiatique, à la pression de certaines élites, de ces personnes qui se croient une pseudo-élite et qui essayent d'influer sur nos dirigeants pour ne pas que nous allions dans une stratégie véritablement juive et affirmée. Et donc, c'est apparemment ce qui se passe avec le chef d'état-major. Mais je vous rappelle que nous sommes en démocratie, que ça n'est pas à l'armée de décider, c'est au gouvernement de décider. Je vous rappelle que l'armée ne voulait pas que nous rentrions à Gaza, qu'elle ne voulait pas que nous tuions Nasrallah, qu'il ne fallait pas faire toutes ces actions qui finalement ont donné énormément de fruits positifs, qui nous ont fait avancer dans la victoire. Donc, l'armée peut donner des conseils, mais c'est au gouvernement de prendre les décisions. Et je pense que la réalité a prouvé à quel point lorsque le gouvernement décide et donne un ordre à l'armée et qu'elle obéit, parce que c'est pas toujours le cas, et ça c'est aussi un véritable scandale, mais lorsque l'armée obéit, eh bien nous allons vers la victoire. Et vous pensez que cette fois-ci, le gouvernement a pris sa décision et que va aller jusqu'au bout? Et sur ce point-là aussi, je voudrais que vous vous intéressiez à la pression internationale qui risque d'être énorme, même si jusqu'à aujourd'hui en tout cas, elle est déjà énorme et qu'on s'imagine que c'est difficile d'avoir une pression encore plus forte. Nous n'en avons que faire de ce que pense
les nations du monde. Les nations du monde ne nous ont pas sauvés durant la Shoah. Les nations du monde ne nous ont pas offert leur aide lorsque nous avions ces 7 fronts contre nous. Nous devons assumer le fait que nous sommes au front de la guerre pour le monde libre, mais que nous y sommes seuls. Alors, certaines nations n'ont pas encore compris quel est le danger qui court pour eux si nous perdons cette guerre, parce qu'il s'agit d'une guerre de religion, il s'agit de la guerre de la conquête par l'islam radical, de conquérir le monde entier. On le voit véritablement en Europe aujourd'hui. Si les nations ne veulent pas comprendre, eh bien, ils en paieront les frais et tant pis pour eux. La seule chose, c'est qu'il faudra que, par contre, les Juifs partent avant que ce ne soit véritablement la catastrophe là-bas. Et la vérité, c'est que ça l'est déjà. Mais en tout cas, nous ne devons pas faire cas de ce que nous dit le monde. Et nous avons quand même aussi la chance d'avoir aujourd'hui une administration américaine qui comprend les choses et qui comprend que nous devons absolument nous battre pour ce monde libre et qu'il nous donne plus ou moins carte blanche pour faire ce que l'on doit faire. Donc j'espère effectivement que le gouvernement va véritablement prendre cette décision. Ça suffit de dire si le Hamas ne cède pas, alors nous allons conquérir. Il faut conquérir, il faut libérer, il faut avancer. Après 2 ans de tergiversation, de discussions qui ne mènent à rien, les seules fois où il y a eu des accords avec le Hamas, c'est quand il y a eu une pression militaire telle qu'ils ont été obligés de faire cette trêve et cet échange pour qu'au moins ils aient quelques succès dans ces négociations. Ces succès dans les négociations, ils se traduisent par la libération de terroristes qui récidivent dans leur meurtre. Et donc, c'est tout le peuple qui est en danger. Donc, il est temps, effectivement, de prendre cette décision, quoi que dise le monde, quoi que dise une certaine minorité en Israël qui est extrêmement bruyante, mais qui ne représente rien du tout. Le peuple juif, l'armée qui se bat aujourd'hui sur le front, veut cette victoire absolue. Et c'est ce que nous devons faire entendre au gouvernement. Alors, on va terminer par quelque chose de plus festif quand même, puisque la semaine prochaine, mercredi, ce sera le 7... Yom Chevron, mercredi 13 août. 13 août, oui, voilà. Mercredi 13 août, le rendez-vous, on va dire, de l'été de Israël Forever, puisque ça fait déjà combien d'années, Nili? C'est depuis 1987, lorsque mon père Jacques Fer Zichrono Livracha l'avait fondé. Donc oui, ça fait beaucoup d'années. Ah oui. Et Yom Chevron, un petit mot dessus, comment ça va se passer, les invités, est-ce que vous avez des hommes politiques qui vont venir vous rejoindre? Nous avons bien entendu des hommes politiques qui viennent assister à ce rassemblement de l'été de la communauté francophone, que ce soit des touristes ou que ce soit des Olim Hadashim ou des anciens Olim, véritablement un raz-de-marée francophone envahit Hebron chaque été et nous sommes toujours aussi enthousiastes à l'approche de cette journée. Comment on fait pour justement... C'est véritablement une piqûre sioniste. Comment on fait justement pour garder cet enthousiasme? Parce que bon, c'est chaque année la même chose. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Voilà. Comment vous faites justement pour attirer du monde? Alors, je vais vous dire d'abord, Hebron ne stagne jamais. Je peux vous dire que Baruch Hashem, je visite de nombreuses fois, outre le Yom Hebron, la ville des patriarches. Et à chaque fois, je peux vous dire que je découvre encore quelque chose de nouveau. Hebron avance. La yeshiva Shabbat Hebron est aujourd'hui à plus de 500 étudiants, alors que c'était quelque chose d'irréel il y a quelques années. L'association Achivi Makom Ohaler rachète encore des maisons. Il y a des bâtiments entiers qui sont rachetés des conquérants arabes et où les familles juives se réinstallent, et donc du coup c'est véritablement des quartiers juifs entiers de Hebron qui se développent. La ville avance et dans le bon sens. Donc Hebron, de rentrer dans la Meharat HaMarpela, dans le caveau des patriarches, où tout a commencé, où tout a réellement commencé. On dit souvent qu'à Jérusalem, tout a commencé. Mais à Hebron, ça a véritablement commencé avec la vie de nos patriarches.
c'est une émotion qui est extraordinaire. Et ce défilé de drapeaux que nous faisons effectivement chaque année, vous avez 1 000 juifs francophones qui tiennent un drapeau dans la main, qui chantent, qui dansent au son de la musique. C'est quelque chose de phénoménal. Ça vous donne une force pour tenir tout au long de l'année. Lorsque les choses ne vont pas en Israël, il faut aller à Hébron parce que Hébron est notre boussole de vérité. Nous savons qu'il y a 4000 ans, nos ancêtres y étaient. Ils sont aujourd'hui enterrés, mais ils y ont vécu. C'est une terre juive qui a été achetée par Avraham Avinu et qui a véritablement un sceau de propriété qui est inscrit dans le best-seller mondial, dans la Bible. C'est véritablement certainement le premier contrat d'acquisition qui existe dans l'histoire de l'humanité. Donc le fait de comprendre que par la force de Hébron, c'est tout Eretz Israël qui nous appartient, que la promesse divine nous a été donnée, et à Abraham, et à Yitzhak, et à Yaakov, pour bien nous faire comprendre que le peuple juif a la propriété exclusive sur cette terre. C'est ce message que nous comprenons à Hébron. Et cet enthousiasme, cette joie, cette ferveur, c'est quelque chose d'exceptionnel et il faut véritablement le vivre pour le comprendre. Donc j'invite tout le monde à venir au Yom Hébron. Vous pouvez taper Yom Hébron 2025 sur Internet et vous tomberez sur le site de réservation. Justement, je suppose qu'il y a des autobus. Ce rendez-vous incontournable. Voilà, il y a des autobus un peu partout. De toutes les villes d'Israël, du nord, du sud, du centre. Donc ne vous en faites pas, vous aurez toujours une possibilité d'y participer. Très bien. Merci en tout cas beaucoup, Nili, Naouri et Merci Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.